L'effet thérapeutique de ce travail hypnotique fut immédiat et permanent. Elle ne jeûna pas 8 jours durant, mais but et mangea dès le jour suivant, sans que cela entraînât d'effets fâcheux. 2 mois plus tard, elle écrivit dans une lettre: « Je mange très bien et j'ai bien repris. J'ai déjà avalé 40 bouteilles d'eau. Croyez-vous que je doive continuer ?» Je revis Madame Van N au printemps de l'année suivante dans sa propriété de D. Sa fille aînée, dont elle avait coutume de clamer le nom pendant ses crises de tempête dans la tête, traversait à cette époque une phase de développement anormal, montrait une ambition démesurée, hors de proportion avec ses faibles dons, devenait insubordonnée, allant jusqu'à se livrer sur sa mère à des voies de fait. Je possédais encore la confiance de celle-ci qui me demanda mon opinion sur l'état de la jeune fille. L'impression que sa transformation psychique me causait fut défavorable et en établissant mon pronostic, je dus tenir compte du fait que tous les demi-frères et sœurs de la malade, enfants d'un premier lit, de Madame Von N, avaient fini paranoïaques. Dans la famille maternelle, les névropathes ne manquaient pas non plus, bien que personne parmi les plus proches n'eût jamais été atteint d'une psychose définitive. Madame Von N, à qui je communiquais sans dissimulation les renseignements qu'elle exigeait, conserva une attitude tranquille et compréhensive. Elle avait pris des forces, respiré la santé et avait passé les 3/4 de l'année écoulée depuis la fin de son dernier traitement dans un assez grand bien-être, troublé seulement par des crampes à la nuque et d'autres petits malaises. Ce n'est que pendant ce séjour dans sa maison que j'appris à connaître toute l'étendue de ses obligations, de ses activités, de ses intérêts intellectuels. Je rencontrai aussi le médecin de famille, qui n'avait pas trop à se plaindre de la dame. Elle s'était donc réconciliée avec la profession. La santé de Madame Von N s'est ainsi bien améliorée, et elle avait une plus grande activité, mais les traits fondamentaux de son caractère, en dépit de toutes les instructions que je lui avais suggérées, s'étaient peu modifiés. Elle ne paraissait pas avoir acquis la notion des choses indifférentes, et sa tendance à se tourmenter elle-même était à peine moindre qu'à l'époque du traitement. La prédisposition hystérique n'avait pas non plus disparu pendant cette période favorable. Elle se plaignait par exemple de l'impossibilité où elle se trouvait de faire de longs voyages en train, comme celui où elle était arrivée ces temps derniers, comme cela lui était arrivé ces temps derniers. Un essai nécessairement hâtif pour supprimer cette difficulté n'eut pour effet que d'éliminer de petites impressions désagréables qu'elle avait eues au cours de ses derniers voyages à D et dans les environs. Elle parut ne se livrer qu'à contre-cœur à l'hypnose, et je fus déjà alors amené à supposer qu'elle était sur le point d'échapper à nouveau à mon influence, et que le dessein secret de cette aversion du train était d'empêcher un nouveau voyage à Vienne. Pendant ce séjour, elle se plaignait aussi de lacunes dans la mémoire, justement en ce qui concernait les événements les plus importants. J'en conclus que mon travail 2 ans auparavant avait agi assez profondément et de façon durable. En nous promenant un jour dans une allée menant à la maison, à une anse du lac, j'osai lui demander s'il y avait souvent beaucoup de crapauds dans cette allée. Elle me lança en guise de réponse un regard plein de reproches, mais sans manifester d'effroi, puis elle ajouta en conclusion: « Mais il n'y en a de réel ici. » Pendant la séance d'hypnose que j'entrepris pour la débarrasser de ses inhibitions relatives au train, elle parut elle-même mécontente des réponses qu'elle donnait, et m'exprima la crainte de n'être plus aussi docile qu'auparavant sous hypnose. Je décidai de la convaincre du contraire, et écrivant quelques mots sur une feuille de papier, je la lui tendis en disant: « À déjeuner, vous me verserez comme hier un verre de vin rouge, et dès que je porterai le verre à mes lèvres, vous me direz: s'il vous plaît, remplissez aussi mon verre. Au moment où je saisirai la bouteille, vous vous écrirez: non, je vous remercie, il vaut mieux pas. Ensuite, vous tirerez de votre poche le papier sur lequel ces mots sont tracés. » Cela se passait le matin. Quelques heures plus tard, toute cette petite scène se déroula exactement comme je l'avais prescrit, et avec tant de naturel qu'aucun des nombreux convives ne s'en aperçut. Elle parut, en me demandant du vin, être en proie à une lutte intérieure. Elle ne buvait jamais de vin, et après m'avoir donné son contre-ordre avec un visible soulagement, elle fouilla dans sa poche, en tira la feuille de papier sur laquelle elle put lire les mots qu'elle avait prononcés, secoua la tête et me regarda avec stupeur. Depuis cette visite en mai 1890, les nouvelles de Madame Von N se firent peu à peu plus rares. J'appris indirectement que l'état de sa fille, cause pour elle de pénibles émotions, était en fin de compte parvenu à la replonger dans la maladie. En dernier lieu, je reçus d'elle, pendant l'été de 1893,
une courte lettre où elle me demandait l'autorisation de se faire hypnotiser par un autre médecin parce que de nouveau souffrante, elle ne pouvait venir à Vienne. Je ne compris pas d'abord pourquoi elle avait besoin de ma permission, jusqu'au moment où je me souviens de la voir en 1890 sur ma propre demande, prémunie contre l'hypnotisme pratiqué par quelqu'un d'autre. Elle ne voulait pas s'exposer au danger de tomber comme jadis à Berg, Talwald, sous la férule d'un médecin qui lui serait antipathique. Je renonçais alors par écrit à mon droit exclusif. Analyse critique. Il n'est guère facile, sans entente préalable, de décider de la valeur et de la signification des termes. Il n'est pas aisé de savoir si un certain état morbide doit être tenu pour hystérique ou rangé parmi d'autres névroses, non purement neurasthéniques. Dans d'autres domaines, parmi les névroses les plus banales, on attend encore la main qui les classera, les délimitera et pour les caractériser en mettra en lumière les principaux traits saillants. Si l'on s'est accoutumé jusqu'à présent à diagnostiquer l'hystérie dans le sens étroit du mot, d'après sa ressemblance avec les cas typiques connus, on pourra presque sans conteste donner au cas de Madame Amy von N le nom d'hystérie. L'apparition facile des délires et des hallucinations avec une activité mentale pourtant intacte, les modifications de la personnalité et de la mémoire au cours du somnambulisme artificiel, l'insensibilité des extrémités douloureuses, certains faits d'anamnèse, les troubles ovariens ne permettent pas de douter de la nature hystérique de la maladie, ou tout au moins de la malade. Le fait que cette question ait pu même être posée provient d'un caractère propre à ce cas et qui fournit aussi l'occasion d'émettre une remarque d'ordre général. Comme on l'a pu voir dans notre communication préliminaire, nous considérons les symptômes hystériques comme des affects et des séquelles d'émotions qui ont agi à la manière de traumatisme sur le système nerveux. Ces résidus ne persistent pas quand l'émoi initial a été liquidé par l'abréaction ou l'élaboration mentale. Il est devenu impossible de ne pas prendre en considération la question de la quantité, même si elle n'est pas mesurable. Il faut comprendre que tout se passe comme si une certaine somme d'excitation abordant le système nerveux se trouvait transformée en symptôme durable, dans la mesure où elle n'est pas, suivant son importance, utilisée sous forme d'action extérieure. Nous avions accoutumé de penser que dans l'hystérie, une partie considérable de la somme d'excitation du traumatisme se transformait en symptômes somatiques. C'est ce dernier caractère de l'hystérie qui, pendant si longtemps, a empêché qu'on considérât cette maladie comme une affection psychique. Si nous désignons brièvement par le mot conversion la transformation d'une excitation psychique en symptôme somatique durable, tel que celui qui caractérise l'hystérie, nous pouvons dire qu'il y a chez Mme Amy von N de faibles indices de conversion, l'émoi originellement psychique demeurant le plus souvent dans le domaine psychique. Nous pouvons ainsi facilement constater que le cas en question ressemble à d'autres névroses non hystériques. Dans certaines hystéries, la conversion concerne l'ensemble du renforcement de l'excitation, de telle sorte que les symptômes somatiques de l'hystérie font irruption dans un conscient en apparence tout à fait normal. Toutefois, c'est le plus souvent une conversion incomplète qui se produit, de telle sorte qu'au moins une partie des affects accompagnant le traumatisme persiste dans le conscient en tant qu'élément de l'état d'âme. Dans le cas qui nous occupe, les symptômes psychiques d'une hystérie peu convertissables peuvent être classés en sautes d'humeur, angoisse, dépression mélancolique, phobie et aboulie, troubles de la volonté. Ces deux dernières espèces de troubles psychiques, interprétés par l'école française de psychiatrie comme des stigmates de dégénérescence nerveuse, se montrent pourtant dans notre cas suffisamment déterminés par des incidents traumatisants. Il s'agit autour de phobies traumatiques et d'aboulie, ainsi que je me montrerai en détail. En ce qui concerne les phobies, quelques-unes correspondent bien, il est vrai, aux phobies primaires des hommes, et surtout des névropathes. Peur de certains animaux, serpents, crapauds et aussi vermines, dont Méphistophélès se vante d'être le grand maître. Crainte des orages. Mais les phobies elles-mêmes ont été consolidées par des événements vécus. Ainsi, la peur des crapauds se trouva renforcée le jour où son frère lui lança à la tête un crapaud crevé, incident à la suite duquel elle eut son premier accès de contracture hystérique. La peur des orages fut accrue par la frayeur qui suscita l'apparition du claquement de langue, la crainte du brouillard suivit la promenade à Rugène. Quoi qu'il en soit, c'est à la peur primaire et pour ainsi dire instinctive en tant que stigmate psychique qu'incombe dans ce groupe le rôle principal. Les autres phobies plus spéciales ont elles aussi trouvé leur justification dans des incidents particuliers.
La peur de voir se produire soudain un fait épouvantable et inattendu résulte de l'horrible impression que lui fit, au cours de son existence, la mort subite de son mari, alors qu'il paraissait en bonne santé. La crainte des inconnus, puis de toute l'humanité, remonte à l'époque où, persécutée par sa belle famille, elle inclinait à voir dans toute personne étrangère un agent de ses parents, et était prête à penser que tous les étrangers connaissaient ce qu'ils disaient d'elle, tout ce qui se disait d'elle oralement ou par écrit. La peur des asiles d'aliénés et de ses habitants provient de toute une série d'événements survenus dans sa famille, ainsi qu'à des descriptions d'une domestique stupide qu'une domestique stupide avait faites à l'enfant crédule. En outre, cette phobie repose d'une part sur l'effroi primaire instinctif qui aspire la folie à l'être normal, d'autre part sur le souci propre à tout névrosé, et à elle comme aux autres, de ne pas succomber soi-même à cette maladie. La peur très particulière de trouver quelqu'un derrière elle est motivée par plusieurs impressions terrifiantes subies dans sa jeunesse et à des époques plus tardives. Sa crainte de voir une personne inconnue se glisser dans sa chambre s'est trouvée surtout accrue depuis l'incident survenu à l'hôtel et d'autant plus pénible qu'un élément érotique s'y rattachait. Enfin, la phobie si fréquente chez les névropathes d'être enterré vivant trouve son explication dans la croyance que son mari n'était pas mort au moment où l'on emportait son cadavre, idée dans laquelle se manifeste d'une façon bien touchante l'incapacité de concevoir la cessation soudaine de la vie en commun avec un être aimé. Je pense en outre que tous ces facteurs psychiques expliquent le choix mais non la persistance des phobies. En dernier lieu, je citerai encore un facteur de névrose, le fait que la malade vivait depuis des années dans la continence, cause la plus fréquente d'une tendance à l'angoisse. Les abolies que présente notre malade, troubles de la volonté, difficultés de travail, permettent, moins encore que les phobies, de penser que les stigmates psychiques émanent d'une capacité d'agir diminuée. L'analyse hypnotique du cas nous fait plutôt voir que les abolies sont ici conditionnées par un double mécanisme psychique, qui en fin de compte n'en constitue qu'un seul. L'abolie peut être simplement la conséquence d'une phobie, dans les cas par exemple où la phobie s'attache à l'action, même du sujet au lieu de s'attacher à une appréhension, sortir, aller voir des gens, craindre que quelqu'un ne se glisse dans la pièce. Et c'est l'angoisse liée au résultat de l'action qui provoque le trouble de la volonté. On aurait tort de faire de cette sorte d'abolie un symptôme particulier qu'il convient de ranger à côté des phobies correspondantes, mais il faut bien reconnaître qu'une phobie de cette espèce peut subsister lorsqu'elle n'est pas trop prononcée sans aboutir à une abolie. L'autre sorte d'abolie repose sur l'existence d'associations teintées d'affect et non supprimées qui s'opposent à l'enchaînement de nouvelles associations, et en particulier de celles qui sont insupportables. L'anorexie de notre malade offre l'exemple le plus frappant de ce genre d'abolie. Elle ne mange aussi peu que parce que les aliments ne lui plaisent pas, et si elle ne les trouve pas à son goût, c'est parce que l'idée de manger se trouve liée depuis son enfance à des souvenirs écœurants dont la charge affective n'a pas subi de diminution. Il est cependant impossible de manger à la fois du dégoût et du plaisir, du manger avec. L'atténuation du dégoût provoquée par les repas ne s'est pas produite parce que la malade a chaque fois été obligée de la réprimer au lieu de s'en débarrasser par réaction. Étant enfant, elle se voyait contrainte par peur d'une punition de manger avec répugnance son repas froid, et plus tard par égard pour ses frères, elle se gardait d'exprimer les sentiments qu'elle éprouvait au cours des repas pris en commun. Peut-être pourrais-je rappeler ici un petit travail dans lequel j'ai essayé de donner une explication psychologique des paralysies hystériques. J'y arriverai à la conclusion que ces paralysies résidaient dans l'impossibilité d'intégrer de nouvelles associations dans le groupe des représentations, celle par exemple de l'extrémité de la chaîne. Cette inaccessibilité associative provient cependant du fait que la représentation du muscle paralysé se trouve incluse dans le souvenir du traumatisme, souvenir auquel est resté accroché un affect non liquidé. D'après des exemples tirés de la vie quotidienne, je montrais qu'un émoi non liquidé, en investissant une représentation, entraînait chaque fois une certaine inaccessibilité associative, rendant impossible de nouveaux investissements. Je n'ai pas réussi jusqu'à ce jour à démontrer par une analyse hypnotique de la justesse de mes hypothèses, d'alors en ce qui concerne la paralysie motrice, mais l'analyse de Mme von N peut me servir à prouver que ce mécanisme est bien celui de certaines abolies. Or, les abolies ne sont rien d'autre que des paralysies psychiques très spéciales, systématisées suivant l'expression française. On peut, chez Mme von N, caractériser pour l'essentiel l'état psychique en faisant ressortir deux points.
Chez elle, les affects pénibles suscités par des incidents traumatisants n'ont pas été supprimés. Par exemple, la mauvaise humeur, le chagrin de la mort de son mari, la rancune à cause des persécutions de la famille, le dégoût des repas avalés par contrainte, la peur de tant d'incidents effrayants. 2. L'activité mnémonique est chez elle très poussée et fait ressurgir dans la conscience bribe par bribe, tantôt spontanément, tantôt par l'effet d'une excitation nouvelle et ravivante, comme par exemple la nouvelle de la révolution de Saint-Domingue, les traumatismes avec l'état affectif qui les accompagnait. Ma thérapeutique s'adapta à l'allure de cette activité mnémonique et chercha jour après jour à dissiper et à liquider tout ce que la journée avait ramené à la surface, jusqu'à ce que la réserve accessible des souvenirs morbides parût épuisée. Je considère ces deux caractères psychiques comme toujours présents dans les paroxysmes hystériques et l'on peut émettre à ce propos quelques considérations importantes dont je remets la discussion jusqu'à ce que ce soit mieux étudié le mécanisme des symptômes somatiques. On ne peut attribuer à tous les symptômes somatiques des malades une même origine, mais ce cas peu riche en symptômes nous enseigne qu'ils naissent chez les hystériques de diverses manières. Je me permettrai d'abord de ranger les douleurs parmi les manifestations somatiques. Pour autant que je sache, une partie de ces douleurs était certainement d'origine organique et causée par de légères altérations rhumatismales dans les muscles, les tendons et les aponevroses, modifications bien plus douloureusement ressenties par le névrosé que par le normal. Une autre partie des douleurs était très vraisemblablement une réminiscence de souffrance, un symbole mnémonique des périodes d'agitation, des soins donnés aux malades, toute chose qui avait occupé une si grande place dans la vie de notre malade. Peut-être ces douleurs originellement d'ordre organique avaient-elles été ensuite élaborées dans le sens de la névrose. Si je formule ces idées à propos des douleurs éprouvées par Mme von N, c'est en m'appuyant sur certaines autres de mes expériences que je communiquerai plus loin. Il n'était guère permis d'espérer que le cas de cette malade pût nous éclairer davantage sur ce point précis.